Prêt pour un nouvel épisode? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier à 7 mains. On s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Pour m'accompagner dans cet épisode, comme d'habitude, il y a mon co-animateur Olivier de Scooter. Salut Olivier. Yes, salut Armano. Et cette semaine, nous avons une invitée et vous savez à quel point je suis heureux de recevoir des invités, mais surtout de donner la parole à des femmes. Je veux parler de Natacha Gagné qui nous répond depuis l'autre côté de l'Atlantique. Salut Natacha. Allô. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais super bien. Ici au Québec, on a presque plus de neige. Le soleil est sorti, on a des températures estivales, alors les sports extérieurs rayonnent. Ouais, super. Tu vas pouvoir nous dire un petit peu où est-ce que tu es à Québec exactement, mais tout d'abord, nous avons une tradition dans ce podcast, et tu le sais peut-être si tu as écouté l'épisode où on a reçu Blaise Dubois, c'est que l'on donne la parole à notre invité, et pour le coup, c'est notre invité et eux, pour se présenter. Donc, dis-nous tout, qui est Natacha Gagné? Que fais-tu dans la vie? Quel âge as-tu, même si ça se demande pas forcément aux femmes, mais là, c'est pour l'excuse du podcast. Et puis, peut-être, quelle est ta relation avec le sport de manière générale? Alors, facile, mon nom est Natacha Gagné. Je suis une maman de 2 jeunes garçons de 42 ans. Pas mes garçons, moi, j'ai 42 ans. Mes enfants, Thomas, Olivier, a 14 ans et Antoine a 12 ans bientôt. Des joueurs de hockey. Un sport très populaire ici au Québec, des coureurs également, parce que la course, c'est une de mes passions. Dans la vie de tous les jours, je suis kinésiologue. Donc, au Québec, un kinésiologue fait des évaluations de la condition physique, conception de programmes d'entraînement. Pour ma part, j'ai mon entreprise à moi. Je suis consultante pour des cliniques de physiothérapie, entre autres PCN, dont Blaise Dubois est copropriétaire. Donc, je suis la kinésiologue de ces cliniques-là. Ensuite, j'ai fondé le Grand Club de course des enfants. Ça va faire 7 ans bientôt. Ça, c'est un club de course pour les jeunes de 5 à 15 ans qui a également une division française où on offre quelques activités, mais au Québec, c'est assez populaire. On fait courir plus de 1000 jeunes à chaque année. Donc, c'est ce que je fais, c'est ce que je suis en gros. Et ma relation avec le sport est une relation d'amour. J'en fais mon travail, j'en fais mon loisir, j'en fais ma passion. Je fais de tout. Je cours beaucoup, je fais du vélo, je nage, je fais de la planche à neige, je fais tout. Ça tombe bien parce que justement, on va parler de ça, courir, rouler et nager. Enfin, pas forcément dans ce ordre-là, mais mais c'est effectivement le but. Du coup, tu fais aussi un peu de triathlon? Non, pas en compétition. Disons que je sépare les sports. Je les fais tous séparément. Je nage en eau libre, je vais faire du vélo de route et je cours. Mais j'ai fait 2 triathlons là à l'intérieur de ma vie. Okay. Je me concentre beaucoup sur les courses en sentier. Ok. Donc, ce qu'on appelle un peu le trail aux États-Unis ou en France. Ouais, il y a quelques expressions qu'il va falloir traduire à mon avis. Quand tu parlais de planche à neige, j'imagine que c'est ce qu'on appelle le snowboard, c'est ça? Exact. Chez nous? Exact. Okay. Puis, ici, là, c'est le fun que vous sachiez qu'il existe les Xterra. Je sais pas si vous connaissez. C'est des triathlons. Oui, bien sûr, le parcours Xterra. Oui, c'est ça. Alors, les Xterra sont assez populaires. Si je tends vers quelque chose qui ressemble au triathlon dans les prochains mois, ce sera davantage ça pour moi, les Xterra. Ouais. Ok, bon, du coup, si tu as déjà fait 2 triathlons et que tu prépares des Xterra, c'est que tu es triathlète, hein, d'une manière ou d'une autre. Oui, je suis sportive. Peut-être pas triathlète régulière, mais triathlète quand même. Triathlète un jour, triathlète toujours, okay. Comme on dit. C'est super. Alors, je suis triathlète. Ok, super. Après, c'est vrai qu'on a souvent cette discussion dans le podcast, c'est à partir de quand est-ce qu'on peut considérer que quelqu'un est une ou un triathlète? Est-ce que c'est quand il pratique les 3 sports indépendamment? Est-ce que quand il pratique les 3 sports enchaînés? Est-ce que c'est quand il a fait une ou plusieurs compétitions? Allez, on va dire que tu es triathlète, voilà, c'est terminé. Est-ce que c'est quand quelqu'un entraîne des triathlètes? Parce que ça, j'en entraîne beaucoup.
J'accueille beaucoup de clients qui font des triathlons. Alors, je suis entraîneur de plusieurs athlètes. Et ça tombe bien parce qu'on va revenir certes sur ton parcours, toi, en tant qu'athlète, mais aussi et surtout sur ton métier et comment est-ce que tu fais pour justement encadrer les sportifs puisque tu es kiné de formation. Exact. En France, kiné, c'est pas la même chose qu'ici, hein. En France, le kiné va être l'équivalent du physiothérapeute et du massothérapeute combiné au Québec, tandis que ce que je fais ici au Québec, dans votre coin, c'est davantage les STAPS qui vont faire ce travail-là. Par contre, ma façon de le faire, elle est pas très répandue du côté européen, du côté français. Alors, justement, c'est ce que je dis à Hermano. J'ai reçu une stagiaire de la France il y a 2 ou 3 ans. Puis elle, maintenant, elle fait ce qu'on fait au Québec en France. Mais c'est tout nouveau, là. Et alors, justement, si on rentre un petit peu plus dans le détail de la définition de kinésiologue, est-ce que tu peux nous expliquer encore plus en détail ce que c'est? Donc, on a compris que il n'y avait pas véritablement d'équivalent en France, mais dans ton quotidien, est-ce que tu vas manipuler des patients ou des clients? Est-ce que tu vas simplement donner des conseils? Est-ce que tu es habilité à prescrire des médicaments? Enfin, comment est-ce qu'on pourrait définir le métier, le rôle de kinésiologue? Juste pour revenir sur le terme, un kinésithérapeute, comment vous l'appelez au Canada? C'est un massothérapeute en lien avec le physiothérapeute. C'est comme ces deux professions-là combinées ensemble. Alors, Ok, mais parce que tu as mentionné un autre terme, il me semble. Ouais, le massothérapeute et le physiothérapeute jumelés ensemble donnent le kiné en France, à peu près, ou en Europe. Ouais. Alors, tu sais, comme par exemple, Blaise est physiothérapeute. Donc, ça pourrait être un peu équivalent à un kiné dans votre coin, mais par ses manipulations, par les techniques qu'il utilise, nous, ça va ressembler aussi à ce que le massothérapeute va faire. Alors, physiothérapeute, massothérapeute égale votre kiné. Oui, tout en sachant que même en France, en Belgique, voilà, il y a différents types, je pense, de kinésithérapeutes. Et il y en a qui vont plus être orientés massage et vraiment traitement directement. Il y en a qui vont plus être orientés rééducation. Enfin après voilà, c'est un peu des écoles différentes entre guillemets. Donc effectivement, on retrouve un petit peu des deux. Ouais. Ok, mais donc toi, tu n'es pas kinésithérapeute, tu es kinésiologue. Exact. Le kinésiologue au Québec est régi par une fédération qui s'appelle la Fédération des kinésiologues du Québec. Puis nous, on est définis comme les spécialistes du mouvement et de l'activité physique. Alors, pour répondre à ta question, Hermano, pour ma part, il y a 0 manipulation. Quand je vais recevoir un client dans mon bureau, je vais l'évaluer, que ce soit au niveau de son VO2 max, de son endurance cardio-respiratoire, de sa mécanique également. Je vais regarder son état musculo-squelettique par différents tests musculaires et de flexibilité. Je vais regarder des paramètres santé comme la pression artérielle, la fréquence cardiaque de repos, évidemment la fréquence cardiaque à l'effort, la saturation en oxygène, les circonférences de différents membres dont la taille. Ça, c'est super intéressant hein, parce que on sait que maintenant qu'une circonférence de taille élevée est directement liée à des problèmes cardio-respiratoires, cardiovasculaires. Et puis, je vais regarder également les plis adipeux, donc être capable de donner une ligne directrice quant au pourcentage de masse adipeuse. Donc ça, c'est le travail de base, en fait, la racine du kinésiologue. Ensuite, dépendamment des objectifs de mon client, que ce soit de réussir un triathlon ou d'intégrer une seule de ces disciplines-là à son quotidien, ben, je vais lui montrer son plan d'entraînement. On peut aller sur un plan annuel où est-ce qu'on va avoir un macrocycle, ensuite qu'on peut diviser en mésocycle et en microcycle. Donc, c'est différent d'un individu à l'autre. Ça va passer du triathlète élite ou du coureur élite à Madame X
qui veut s'entraîner 3 fois par semaine en faisant de la marche, puis peut-être intégrer un petit peu de course, puis qui a un vélo de loisir à la maison. Donc, ça, c'est mon travail de tous les jours. Alors, tu as employé quelques termes que peut-être on peut définir. Tu as parlé de macrocycle, de mésocycle, de microcycle. Très rapidement, tu peux nous donner une définition de ces 3 types de cycles? Oui, le macrocycle, c'est le cycle qui est vraiment à plus long terme. Généralement, on va le planifier sur une période de 12 mois. À l'intérieur du macrocycle, on va avoir des mésocycles. On peut en avoir, par exemple, 12 si on fait une planification qui est annuelle. On peut en avoir 3 si on décide de faire des planifications sur 4 mois. Donc, 4 fois 3 égale 12. Puis, dans chaque mésocycle, on va avoir des petits microcycles qui sont généralement des périodes de 7 à 10 jours, dépendamment de notre façon de travailler et du client qu'on a devant nous. Fait que quand on a un athlète, on va avoir un portrait de base de son objectif global. Des fois, un macro aussi, ça peut être seulement 6 mois. Fait qu'on va avoir des mésos à l'intérieur de ça et des micros à l'intérieur de ça. Une des qualités les plus importantes quand tu es kinésiologue ou entraîneur, c'est de savoir s'adapter, de pas avoir de rigidité. Parce que quand on est rigide, on rentre dans un piège. Justement, on veut tellement réussir un plan d'entraînement de la façon X qu'on peut en venir à se blesser en oubliant de quantifier le stress mécanique. Qui peut être beaucoup plus grand par la fatigue, par ce qu'on a fait au quotidien, par le manque de sommeil, par la prise ou le manque de certains nutriments. Alors, c'est important de savoir s'adapter, même si on connaît le macro, le méso et les micros. Le macro, les mésos et le micro. Donc, c'est important de savoir s'adapter, tant en tant qu'athlète qu'en tant qu'entraîneur. Peut-être pour schématiser, moi ce que je comprends et que je traduirais dans mon langage d'amateur, d'athlète qui est entraîné justement par un entraîneur ou par un kinésiologue, ça va être que le macrocycle, c'est la planification sur la saison. Le mésocycle, ça va être ces fameux cycles en 3-1 ou en 4-1 ou en 1-1. Et puis le microcycle, ça va justement être ce 3 ou ce 1, c'est-à-dire les périodes de charge, puis décharge, puis recharge, puis décharge. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, tu as bien compris. Le macro, par contre, peut même inclure les périodes de repos aussi. Alors, ce qu'on appelle ici le off-season, donc une période X où est-ce qu'on va bouger pour le plaisir ou on va pas bouger du tout. En fait, on va faire ce qui nous tente en diminuant considérablement la charge sur le corps et sur l'intérieur du corps aussi, donc sur la physiologie. Okay. Juste pour revenir, parce que Hermano, tu parles de 4-1, 3-1, 1-1. C'est peut-être bien aussi d'expliquer ce que c'est. Tu veux dire 4 semaines on va dire, d'entraînement un peu plus intensif et puis une semaine de récupération? Ouais. Veux-tu que je réponde, Hermano, à ça? Ouais. Oui, vas-y. C'est toi la spécialiste. Moi, je me base juste sur des schémas que mon entraîneur m'a rapidement expliqué. Dépendamment de quel type d'entraîneur, quel type de client on a devant nous, on va pouvoir schématiser les plans d'entraînement de manière différente en ayant des semaines de charge et des semaines de décharge pour arriver à faire une espèce de ligne qui monte toujours en ayant une petite descente pour permettre de monter un petit peu plus haut. Fait que généralement, on va charger sur 3, 4, 5 semaines même et on va décharger sur 1 à 2 semaines. Donc, ça va faire une pente ascendante au niveau du volume et ou de l'intensité pendant 3, 4 et ou 5 semaines. Et ensuite, on va décharger au niveau du volume et ou de l'intensité pendant 1 à 2 semaines pour nous permettre après de reprendre au niveau de la charge et de pouvoir avoir un pic qui est plus haut qu'au niveau de notre premier cycle. Est-ce que c'est clair? Ouais, parce que finalement, ouais, c'est clair. Enfin, c'est clair, je pense en tout cas pour nous, mais peut-être encore une fois pour expliquer pourquoi est-ce qu'on observe ces fameux cycles de charge et décharge. C'est que tout simplement, je pense que on l'a tous déjà expérimenté quand on a commencé à faire du sport ou quand on a recommencé après une période de latence assez importante. En gros, si on fait toujours le même entraînement ou si on observe toujours une montée en charge au fur et à mesure, et ben simplement notre corps, il n'est pas capable d'absorber une montée en charge plus que 5 ou peut-être 6 semaines pour les très forts et on va se retrouver avec un plateau
plateau et on va plus progresser. Donc en fait, cet objectif de mettre des cycles dans l'entraînement, c'est tout simplement pour décharger, donc récupérer, et puis après réaugmenter la charge et puis redescendre, etc., etc. Exact, tout à fait. Ça va. Donc j'ai bien compris et j'ai à peu près bien vulgarisé. Je suis content si tu valides. Dans le terme kinésiologue, on entend aussi ce log, alors qui vient du grec, mais est-ce que, sans rentrer dans l'étymologie du mot, est-ce qu'il y aurait aussi un aspect mental, un aspect psychologique, un aspect psychique dans la définition du métier de kinésiologue? Oui et non, parce que notre profession, elle est très, très scientifique. Hein? On base nos actions sur la science. Mais je pense qu'un excellent kinésiologue se doit d'être à l'écoute de son client. Donc, d'être capable de comprendre et de faire les bonnes choses quant à l'état de son client. Alors, c'est pour cette raison qu'en évaluation, je vais vraiment privilégier le 1 pour 1, donc une personne à la fois dans mon bureau pour vraiment être capable de bien cerner cette personne-là. Puis souvent, pendant cette heure-là de rencontre, va sortir des éléments comme je vais me séparer ou je vis une dépression ou au travail, ça va moins bien ou je trouve ça difficile avec les enfants. Alors ça, c'est des éléments clés qui vont nous permettre à nous, les kinésiologues, de faire le meilleur programme d'entraînement possible pour la personne qui est devant nous. OK. Et juste pour revenir, du coup, le métier de kinésiologue, il faut faire quoi comme étude pour y arriver? Est-ce que c'est des études de médecine? Ouais. C'est reconnu, il y a un diplôme. Après, bon, tu vas me dire, ça dépend peut-être d'un pays à l'autre, mais Ouais. ça se passe comment? Ici, au Québec, c'est universitaire. Donc, pour être kinésiologue, il faut minimalement avoir un baccalauréat en sciences de l'activité physique, en activité physique et ou en kinésiologie. Ici, dans le coin de Québec où moi j'habite, la faculté de médecine endosse le baccalauréat en kinésiologie. Alors, la kinésiologie fait partie de la faculté de médecine. Alors, la première année de formation, globalement, se passe avec les étudiants en médecine pour tout ce qui est biologie, anatomie, physiologie, mécanique aussi. Juste pour préciser, tu parles de baccalauréat en sciences ou en kinésiologie. Encore une fois, on a une divergence sur les termes. Le baccalauréat en France, il se passe à la fin du lycée, donc quand on a en gros 18 ans, là où au Québec, le baccalauréat, ça sanctionne la fin d'études universitaires. Ouais, le baccalauréat, c'est après pour nous. Nous, on a c'est comme le bachelor, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Ouais. Exact. Mais je crois que c'est exact. En fait, on va commencer notre baccalauréat aux alentours de 20 ans. Puis, si on a fait un cheminement scolaire très régulier. Puis, on va le terminer dépendamment du nombre d'années qu'il prend vers 23, 25 ans environ. Puis là, on peut faire une maîtrise et un doctorat dans notre secteur d'activité. Donc, être kinésiologue, finalement, c'est être coach, mais hyper diplômé. Parce que j'imagine qu'il y a des gens aussi qui, finalement, font plus ou moins le même métier que toi, qui sont coachs sportifs, mais qui n'ont pas pour autant fait les mêmes études. Exact. Et c'est parfait comme ça. C'est vraiment parfait parce que je pense que aussi quand on est coach, on doit avoir des habiletés de motivateur. Puis on doit avoir un lien relationnel qui est très fort avec les gens. On doit avoir ces habiletés-là qu'on n'acquiert pas nécessairement au niveau du baccalauréat. Ici, les kinésiologues aussi vont travailler beaucoup en milieu hospitalier. Vont travailler avec les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes, les gens qui ont des atteintes cardio-respiratoires aussi, mais les gens comme moi qui vont travailler avec monsieur, madame, tout le monde, avec les sportifs athlètes, sont en compétition avec d'autres entraîneurs qui n'ont pas les mêmes qualifications. Mais moi, je trouve ça riche parce que je pense qu'on est plus on est de coureurs dans une course, plus c'est le fun. Mais je me dis toujours qu'il faut que je cours toujours en avant. Fait qu'il faut que je garde les bonnes pratiques et les bonnes connaissances pour rester la meilleure. Ou parmi les meilleures. Parce que du coup, toi, alors
toi, en tant que kinésiologue, tu travailles avec des coachs pour un même athlète, ou bien c'est toi-même, tu es aussi l'entraîneur principal? Ben, je vais travailler généralement seule. Par contre, mon ouverture, elle est très grande à travailler avec des coachs plus spécialisés, comme par exemple en vélo. Moi, je suis pas hyper spécialisée avec l'équipement en soi. Donc, il y a des gens qui vont ne faire T'es moins sur la technique peut-être dans certains sports, mais par contre, tu apportes le côté physiologique. Exact. Donc, du coup, j'imagine que tu parles de patients ou de clients? Je parle de clients. Je parle pas de patients. OK, ouais. D'accord. Donc, on est d'accord, les gens qui viennent te voir, c'est parce qu'ils veulent améliorer leur performance ou parce qu'ils veulent préparer un objectif, mais c'est pas des gens qui sont malades. Peut en accueillir qui sont pas en excellentes conditions physiques pour les amener vers le meilleur puis qui ont pas nécessairement d'objectifs sportifs comme réussir un triathlon sprint par exemple. Oui. Mais ou en retour de blessure, j'imagine, quelqu'un qui se remet d'une blessure par exemple. OK. Exact. D'accord, très clair. Bon, du coup, voilà, plein de questions évidemment. Et pour revenir un petit peu là-dessus sur l'origine, qu'est-ce qui t'a donné envie toi de faire ce métier, enfin de faire ces études? Ben moi mon père était culturiste. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est culturiste? Oui, c'est un bodybuilder. Ouais, un bodybuilder. Quand j'étais petite là, j'ai même reçu Arnold Schwarzenegger qui était un bodybuilder connu chez moi pour dormir à la maison parce que c'était l'ami de mon père. Alors, j'ai vraiment grandi dans les centres de conditionnement physique. Mon père en avait. Donc, moi, je me promenais à travers tous ces équipements-là. Puis, j'étais pas quelqu'un qui appréciait fortement les sports d'équipe. Donc, jouer au volleyball à l'école ou au basketball, c'est pas quelque chose que j'aimais. Mais faire de l'entraînement, ça me convenait vraiment. Être seule avec moi-même, pouvoir le faire en groupe aussi, mais me sentir respectée ou sentir que j'ai pas de responsabilité dans l'échec ou la réussite de quelqu'un d'autre, ça me convenait davantage. Fait que c'est plus au secondaire que j'ai commencé à m'intéresser à ça là, pour pratiquer. Puis ensuite, jusqu'à mes 42 ans, je suis toujours passionnée par ça. Attends, et du coup, Arnold Schwarzenegger, il est comment dans la vraie vie? Hey, je me souviens pas. Je pense qu'il était gentil. Il ne parlait qu'anglais et je ne comprends pas l'anglais. Et je me souviens que son amoureuse, elle était très belle. J'étais tout petite et je me souviens que j'étais ébahie par la beauté de cette femme. Ouais. Bon, bah écoute, je pense que maintenant qu'il est gouverneur aux États-Unis, enfin, il est peut-être plus gouverneur, mais il a peut-être encore de belles conquêtes. Peut-être, sûrement. C'est surtout parce qu'il est en forme. C'est pas pour son titre de gouverneur, c'est parce qu'il est en forme. Juste une question par rapport à toi justement et ta pratique du sport. Tu nous as dit que tu pratiquais en off tout à l'heure quand on préparait cette interview. Tu me disais que tu revenais justement de ton jogging. Dans le cadre de ta pratique à toi, est-ce que tu t'encadres toi-même ou est-ce que tu es encadré par quelqu'un d'autre? Je ne m'encadre pas du tout. Moi, il y a des journées, comme vous voyez, demain, je vais avoir 9 clients à l'extérieur. Donc, j'ai à courir parfois avec eux, j'ai parfois à les suivre sur la piste, j'ai parfois à leur enseigner différentes choses. Alors, une journée comme demain, je vais me déplacer entre 20 et 60... demain, ça va plus être 30 et 60 kilomètres, là, dépendamment des besoins de mes clients de demain. Attends, quand tu dis tu vas te déplacer sur 30-60 km, c'est quoi? Tu vas courir 30-60 km? Ouais. OK. Ça, c'est ma journée de demain. Ouais, donc je pense que finalement, être kinésiologue, c'est le meilleur des entraînements possibles pour faire de l'ultra. Exact. C'est ça. Moi, je suis toujours prête à faire une course de 50 km. Une 100 km, je pourrais aussi. Non pas sans quelques difficultés, mais je suis toujours prête à ça parce que ça fait partie vraiment de mon quotidien. Vous voyez, tantôt, j'ai fait à peu près 20 km, puis ça va bien. Tu sais, je le fais toujours pour le plaisir. Parce que, bon, moi, j'ai un coach, il court pas avec moi. Hein. Ouais. Bon, après, tu vas me dire, il est peut-être pas kinésiologue, mais ça veut dire que chaque fois que tu vois tes clients,
automatiquement, tu fais la séance avec eux, tu t'entraînes avec eux? Non, pas nécessairement. Ça va dépendre du client. Il y en a qui vont le demander, ça, mais pas nécessairement. Quand j'évalue, quand je remets les plans d'entraînement, je suis pas active avec mes clients. Mais ça, c'est pas mes journées du mercredi. Les mercredis, là, je vais sur le terrain avec mes clients. Je vois mes clients davantage pour les plans d'entraînement et pour les évaluations les mardis et les jeudis. Je fais aussi partie de la plateforme qui appartient à la clinique du coureur en partie, qui s'appelle le coaching du coureur. Alors, c'est une plateforme virtuelle d'entraînement. Je suis la seule kinésiologue sur la plateforme, mais il y a d'excellents coachs qui y sont, dont l'ultra trailer Mathieu Blanchard. Je sais pas si vous le connaissez. Alors, qui est arrivé troisième à l'UTMB l'an passé. Fait qu'on est une dizaine de coachs disponibles sur cette plateforme-là pour entraîner les gens en virtuel. Alors, dans ce contexte-là, j'ai même pas rencontré les gens en évaluation. On va faire une rencontre comme ça, Zoom. Et pour ma part, je leur parle à chaque semaine, au plus à chaque 2 semaines, pour savoir comment leur entraînement va et j'ajuste aux besoins. Alors, ça dépend vraiment des besoins de chaque personne. Je vous dirais que le kinésiologue doit adapter sa pratique aux gens qui le consultent. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est faire bouger le plus de gens possible de la meilleure manière possible. Alors justement, quand tu dis que le kinésiologue va adapter sa pratique, est-ce que ça veut dire aussi, toi qui es une spécialiste du mouvement, que quand tu vas entraîner, quand tu vas prendre en charge des gens à distance, tu vas par exemple leur demander de prendre leur smartphone et puis de filmer une partie de leur entraînement pour pouvoir éventuellement ajuster. Alors quand on parle de course à pied, ça va être leur foulée. Quand on parle de natation, ça va peut-être être leur technique de nage. Quand on parle de vélo, ça va être leur technique de pédalage ou peut-être leur technique de positionnement sur le vélo. Je ne sais pas si tu encadres aussi je sais pas, le premier sport qui me vient, ça va être le golf ou le tennis. Est-ce que tu vas intervenir aussi dans le mouvement de ces sports-là en particulier? Oui, au besoin, oui. Au niveau de la performance, on va regarder 3 choses. On va regarder le VO2 max de la personne dans la plupart des sports. On va regarder son indice d'endurance, puis on va regarder sa mécanique de mouvement. Alors nous, le kinésiologue... Mais son indice d'endurance, excuse-moi, je me permets de te couper, mais sur un sprinter, par exemple, on va pas regarder son indice d'endurance, on va beaucoup plus regarder sa VO2 max ou son explosivité. Exact. C'est comme sur un golfeur, son VO2 max est peu important, mais là, la mécanique prend beaucoup plus d'importance. Alors, c'est des choses qu'on va regarder quand on va évaluer un sportif généralement qui n'a pas besoin de force seulement et de puissance comme un culturiste, par exemple. Alors, les indicateurs de performance en triathlon sont ceux-là. Donc, l'endurance, le VO2 max et la mécanique du mouvement. Alors oui, ça devient important d'analyser les techniques aux besoins, tout en étant conscient de l'efficacité cardio-respiratoire. Je peux avoir un VO2 max qui est très élevé, puis moins bien réussir sur un triathlon sprint que quelqu'un qui a un VO2 max beaucoup plus bas que moi, pour 2 raisons. C'est que mon indice d'endurance, donc ma capacité à tenir un haut pourcentage de VO2 max est moins grande que mon collègue et que ma mécanique, elle est moins bonne. Donc, mon mouvement me coûte beaucoup plus cher que celui-là de mon collègue. Alors, c'est tout ça qu'il faut tenir en compte. Quand tu parles d'indice d'endurance, tu fais allusion au seuil? Non, pas nécessairement. C'est pas nécessairement le seuil anaérobie ou le seuil aérobie. C'est la capacité CJ ionique qui mesure l'indice d'endurance. Donc, c'est une formule assez complexe. C'est quelque chose qui est pas simple à mesurer, mais qu'on peut voir par exemple en faisant faire des intervalles moyens à longs sur une période de temps qui est donnée et qui va être évaluée dans un certain terme de temps. Peut-être, encore une fois, pour schématiser, parce que j'aime bien essayer de vulgariser les termes de nos invités. Si on prend 2 voitures, on va avoir par exemple une voiture de sport qui va aller vite et très vite. Donc là, on pourrait schématiser en disant qu'elle a un bon VO2 max. En revanche, on va avoir une voiture, une citadine, une voiture de ville qui va aller moins vite, mais qui a une capacité à tenir une vitesse
parlons en kilomètre-heure, de 50 km/h, qui va être beaucoup plus longue que la voiture de sport, parce que la voiture de sport, elle consomme plus d'énergie, elle est plus lourde et elle est faite pour aller vite, très vite, mais pas longtemps. Est-ce qu'on est bon là? Exact. Oui, on est bien. Dans des sports comme qui sont pas nécessairement le sprint, qui sont plus le triathlon, courte distance. Là, je reviens tout le temps au triathlon pour être dans votre contexte à vous autres. Là. Non, mais tu as tout à fait raison, puisque notre cible est plus des triathlètes. Donc, dans votre cas, c'est toujours des sports d'endurance, hein, parce que même un triathlon sprint va prendre 1 heure, par exemple, à se faire et plus là, pour la majorité des gens. Alors là, on est dans les filières énergétiques d'endurance. Donc, on utilise notre capacité aérobie. Donc, vraiment, les 3 capacités sont intéressantes. Fait que si on revient en termes de voiture, ça prendrait pas nécessairement une petite citadine ni une belle voiture sport. Ça prendrait une bonne Subaru. Avez-vous ça, les Subaru? Ouais, un bon SUV. Un bon quoi. SUV. on veut des SUV triathlètes. Ouais, parce que finalement, même dans le triathlon, on va quand même avoir différentes filières qui vont être appliquées. Si on prend un triathlon super sprint ou un triathlon sprint, on va pas avoir la même VO2 max ou la même endurance que si on prend un triathlon distance Ironman. Il y en a un qui va se faire en une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, et l'autre qui va être plutôt sur 8 à 10, 12 heures. Donc, on va peut-être pas forcément solliciter les mêmes filières. Et là, c'est peut-être là justement que le kinésiologue va avoir son épingle du jeu à sortir, puisque on va pas solliciter les mêmes mouvements, on va pas solliciter les mêmes muscles, on va pas solliciter les mêmes filières énergétiques. Malgré tout, on va quand même travailler 3 sports et donc 3 groupes musculaires différents. Exact. En fait, dans un sport comme le triathlon, c'est sûr que c'est la filière énergétique aérobique qui est la plus utilisée. Maintenant, est-ce que c'est l'aérobie qui utilise davantage les glucides ou les lipides qu'on utilise de plus? Le plus, là, est la question. Comme dans un Ironman, on peut se nourrir seulement avec des glucides. On peut se propulser tout au long de la journée avec les glucides. Par contre, d'être capable d'utiliser la filière lipidique, c'est vraiment une bonne chose parce que ça, c'est la filière énergétique qui va encore fournir le niveau aérobique de notre corps, mais en étant beaucoup plus lente. Alors ça vient mélanger 2 notions bien importantes de la performance, qui est l'entraînement et l'alimentation. Donc, kinésiologue, nutritionniste ensemble égale meilleur ami. Ouais. Pour revenir là-dessus, on en a parlé récemment donc avec Olivier Maria, qui est notre expert sur le régime cétogène, et qui est aussi ultracycliste. Et on en a parlé aussi dans le e-book qu'on a coécrit donc avec l'équipe de Sport Testing, donc qui est téléchargeable d'ailleurs sur le site web de Devenir Triathlète. Pour ceux que ça intéresse, pour aller creuser un petit peu plus, n'hésitez pas à aller réécouter l'épisode ou télécharger le e-book. Pour revenir encore une fois sur la partie kinésiologie, programme d'entraînement et autres, tu nous as dit en introduction de ce podcast que tu avais fondé il y a quelques années le Grand Club à destination des jeunes et que vous faites courir, ou plutôt vous mettez en mouvement plusieurs centaines de jeunes tous les ans. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur l'idée fondatrice de ce Grand Club et puis qu'est-ce que vous faites concrètement? Bien sûr. Moi, je vais vous montrer d'abord le livre qu'on a écrit. C'est pas un e-book encore, mais c'est mon grand journal de course qui vient supporter nos activités. Ça, c'est moi, quand j'ai une couette et... Le Grand Club de course est né d'un désir de courir avec mon propre enfant qui a aujourd'hui 14 ans. Alors, je courais avec lui des 5 kilomètres. C'est une histoire que je raconte assez souvent ici au Québec parce qu'on me questionne souvent là-dessus. Puis là, je me disais, ça n'a pas de bon sens d'y faire toujours des 5 kilomètres parce que les enfants doivent développer leur vitesse et leur puissance. Donc, c'est vraiment une belle période pour développer ça avec eux. Alors, je me suis dit, je fais un club de course pour mon fils et pour moi. Je vais animer ça, je vais rendre ça le fun. Puis, j'attendais une dizaine d'enfants, j'en ai eu plus de 30. Fait que là, je me suis dit, ça marche ton affaire, Natacha? Alors là, j'en ai parlé à mes amis coureurs, à mes amis triathlètes, puis on a eu 7 ou 9 clubs
de plus la saison qui a suivi. Puis aujourd'hui, on est rendu à presque 50 clubs partout à travers le Québec. Puis on a Aurélie Quillet, une podiatre de la France qui chapeaute le projet là-bas en France. Entre autres, dans le coin de... j'ai un petit blanc de mémoire sur la place. Il faudrait que dans le Tarn. Ah, bah écoute, c'est là où je vais déménager dans quelques mois. Donc, ce sera peut-être l'occasion de la rencontrer. Oui, elle est fantastique. Alors, c'est dans le Tarn. Nomme-moi les villes principales du Tarn. Dans le Tarn, Castres, Albi. On n'est pas très loin de Toulouse. Et bah écoute, en plus, c'est là où je vais aller. Donc, c'est parfait. Je prendrai la tâche avec elle. Tout près de ma belle Aurélie. Alors, c'est ça. Donc, le Grand Club de course présente 4 personnages principaux, en plus de Natacha, qui est la rallieuse de ces 4 personnages-là. Donc, on a Happy Flo. Happy Flo, elle court toujours dans son flot, toujours dans le bonheur. Elle ramasse des fleurs, des cailloux, elle court avec ses amis, elle jase. On a Enduro, qui est un coureur davantage d'endurance, donc il court pas vite et longtemps. On a Dynamo. Dynamo, elle a fait plein d'autres sports, sauf la course, mais à travers ses sports, elle est là à faire de la course. On a Rapido. Rapido, lui, c'est le sprinter. C'est lui qui est toujours prêt à courir vite, à se reposer. Il te ressemble, hein, Olivier, d'ailleurs, Rapido. Je sais pas si t'es un Rapido dans la vie, mais je trouve qu'il te ressemble. Fait que... mais Olivier, c'est un Rapido d'endurance parce qu'il fait de l'Ironman, mais très vite. OK. Alors, on a ces personnages-là. Puis, à travers le Grand Club de course, qu'on fait de magie... Je précise quand même pour les auditeurs que Natacha est en train de nous montrer la couverture de son livre. Les auditeurs le verront pas, mais on mettra un petit lien dans les notes de l'épisode. Ouais. Puis, en fait, par le Grand Club de course, là, ce qu'on fait, c'est qu'on enseigne aux enfants des principes de base au niveau de l'entraînement, comme par exemple la perception de l'effort. Donc, en échauffement, tu dois être à combien sur 10? Est-ce qu'en échauffement, je suis à 8 sur 10 tout de suite? Ben non. En échauffement, tu te situes plutôt dans le 3 sur 10. On a notre outil, notre échelle de perception d'effort. Quand tu vas faire un intervalle avec nous, tu t'en vas ici, dans ta période de travail. Donc, tu t'essouffles plus à 7, 8, 9 sur 10. Tandis que dans ta période de repos, tu t'en vas là. Donc, ça, on leur apprend ça. Donc, ça devient vraiment un outil qui est utilisable, transférable dans plusieurs sports, dont le vélo, la natation et plein d'autres encore. On apprend aux jeunes aussi. Donc, c'est un petit manuel d'entraînement pour les enfants. Exact. On a des savais-tu que, par exemple, je vais vous en lire un. Vivre du stress avant une compétition, c'est normal. Pour transformer le stress en bonne énergie, tu peux visualiser ton parcours, respirer, parler avec tes amis, penser à ta collation d'après-course. Si tu es stressé avant un entraînement, c'est plus inquiétant. Essaie de trouver la cause. Est-ce que c'est parce que tu as mal? Est-ce que c'est parce que tu cours avec des gens qui te forcent à aller trop vite? Ça, c'est avant un entraînement. Est-ce que c'est parce que tu es seul? Dès que tu auras trouvé ta source de stress, parle-en avec un adulte en qui tu as confiance et il pourra t'aider. Fait qu'on a plein de petits trucs comme ça. On a des conseils aussi de Natacha, de Rapido, d'Enduro. Puis ça, c'est un outil de mon projet, le Grand Club de course. Fait que c'est un outil pour pouvoir permettre au Grand Club de course de vivre à travers toutes les régions francophones. Mais nous, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on va rencontrer nos jeunes une fois par semaine, puis on va leur renseigner, on va leur transmettre notre passion de l'activité physique par la course. Et on va leur apprendre à s'entraîner intelligemment en leur donnant des outils pour toute la vie. Wow. Et pourquoi que la course? Pourquoi est-ce que tu porterais pas ça aussi sur le triathlon? Parce que finalement, et on en parlait encore quand on enregistrait un épisode hier, en fait, en France, la Fédération française de triathlon a fait une chose très bien il y a quelques années, je dirais même plus d'une dizaine d'années, c'est qu'elle a obligé tous les grands clubs, donc à partir d'un certain nombre d'adhérents, à avoir une section école de triathlon. Ce qui fait que les grands clubs transmettent
la pratique et j'espère l'amour du triathlon aux plus jeunes via cette école de triathlon. Mais ça ne veut pas dire uniquement leur apprendre à devenir performants, ça veut dire aussi leur apprendre, ce que vous faites je pense avec ce grand club de course, à appréhender ce que c'est que s'entraîner, ce que c'est que de pratiquer et ce que c'est que d'aimer, voire de performer dans le sport et en l'occurrence dans le triathlon. Donc pourquoi ne pas porter ce grand club de course aussi au grand club de triathlon? Ce serait peut-être une bonne idée pour apprendre aux plus jeunes comment on devient un triathlète. Oui, mais là, pour ça me prendrait des Olivier, des Hermano, parce que je pourrais pas y arriver toute seule. Je manque un petit peu de temps. Parce que le grand club de course, c'est 25% de mon temps, mais sur une semaine de 80 heures, parce que en temps normal, je suis vraiment kinésiologue avec des adultes. C'est ça que je fais la plupart de mon temps de semaine. Donc, je manque un peu de temps pour aller vers là. Mais ça serait une excellente idée. Alors, s'il y a des Québécois qui m'écoutent et qui ont cet intérêt-là de développer le grand club de triathlon, donc le grand club de vélo et de natation, je les prends. Mais il faut que ce soit bon et passionné. Et alors du coup, tu m'as fait une très belle transition parce que tu dis que tu es plutôt kinésiologue avec des adultes. Quelle différence il va y avoir dans la prise en charge des adultes versus la prise en charge des enfants? Alors, je suis papa de 4 enfants, alors j'ai déjà quelques pistes, mais justement pour celles et ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas encore d'enfants ou qui en ont, mais qui se posent la question comment est-ce qu'on peut encadrer ou comment est-ce qu'on peut mettre des enfants au sport? Quelles sont donc ces différences entre un adulte et un enfant? C'est une très bonne question. C'est une très bonne qu'il faut se poser, là. Les enfants, d'abord, doivent développer toutes leurs habiletés motrices fondamentales avant la fin de la puberté. Alors, un enfant ne peut pas être qu'un nageur, qu'un coureur, qu'un cycliste. On veut également qu'il sache lancer, attraper, glisser, se tenir en équilibre, frapper avec un bâton, que ce soit de baseball, de hockey, de ringuette, peu importe. Mais il y a une multitude d'habiletés motrices à développer. Ah, mais donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, mettre des enfants dans un club de sport pour en faire une garderie, c'est pas une bonne idée. On les met dans des clubs de sport pour développer leur habilité motrice. Non, c'était un petit peu ironique, mais... Exact. En fait, même les entraîneurs d'écoles de sport là, devraient être conscients de ça. Donc, si on inscrit notre enfant au foot, qui est le soccer ici au Québec, puis que notre enfant a des capacités dans ce sport-là, on peut l'amener à développer ce sport-là, mais en n'oubliant jamais qu'il y a d'autres sphères également. Puis on sait maintenant que les athlètes en bas âge qui ont développé toutes leurs habiletés motrices fondamentales sont des meilleurs performeurs plus tard, lorsqu'il est le temps de déployer toutes leurs compétences motrices dans un sport. Alors ça, c'est non négligeable. Alors, quand on est un parent, puis qu'on veut faire bouger notre enfant, c'est intéressant de l'inscrire à des activités, mais c'est aussi intéressant de lui laisser des périodes de jeu libre et de lui laisser des contextes où il va pouvoir découvrir par lui-même. Un exemple que je donne quand je donne la formation de la clinique du coureur aux professionnels de la santé, dont plusieurs Français, je vais dire, quand vous avez une glissoire dans un parc, là, si un toboggan. Oui, mais un truc qu'on monte puis qu'après ça on glisse, ça s'appelle un toboggan. Alors si on a un toboggan dans un parc là, pourquoi on le fait tout le temps du même côté? Pourquoi on monte tout le temps l'escalier puis on glisse? Pourquoi on n'apprend pas à l'enfant à grimper par le toboggan puis à descendre l'escalier après pour aller travailler son équilibre? Un enfant qu'on laisse jouer comme ça, peut-être qu'il va avoir le goût d'explorer cette sphère-là. Tu sais, avec le ballon, pourquoi on lance toujours à 2 mains? Tu sais, on peut-tu lancer à une main? On peut-tu le botter, le ballon, des fois? On peut... Tu sais, alors, c'est important de laisser plusieurs contextes aux enfants pour qu'ils découvrent d'eux-mêmes, qu'ils fassent des erreurs, qu'ils apprennent comment corriger ces erreurs-là par eux-mêmes. Donc, quand on s'y prend avec un enfant, on veut l'encadrer, on veut le laisser libre. Puis en tant qu'éducateur de sport pour les enfants, on doit être conscient qu'on a un enfant devant nous, donc qu'on ne doit pas le spécialiser de manière hâtive, qu'on doit lui donner le goût, le désir de pratiquer le sport tout au long de sa vie, mais en même temps, on a un grand rôle de lui apprendre la persévérance aussi.
Donc, par la course, c'est très facile d'apprendre la persévérance à un enfant parce qu'ils deviennent essoufflés assez vite. Natacha, je vais arrêter. Non. Moi, je dis non, arrête pas. Cours. Utilise ta persévérance. Et tu disais qu'il fallait acquérir toutes les capacités psychomotrices avant la puberté. C'est-à-dire que si l'enfant ne l'acquiert pas, avant c'est, je sais pas, 12 ans, 12-13 ans, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il peut plus les apprendre par la suite, ou en tout cas, il aura plus de difficultés à les apprendre? Exact. Puis, Olivier, ce que tu dis sur l'âge, là, c'est considérable, hein, parce que ça sera pas le même âge, dépendamment du sexe et dépendamment de l'évolution de l'enfant. Il y en a pour qui 12 ans devient un âge critique, il y en a pour qui c'est plus 17-18 ans. Alors ça, c'est ouvert. Le rattrapage est toujours possible, sauf que ça demande beaucoup de travail par la suite. C'est un peu comme l'alphabétisation, hein. C'est facile pour un d'enfant d'apprendre à parler, à écrire, que ce soit en se pratiquant ou en lisant beaucoup ou en explorant différents mots, différents langages avec ses parents. Mais quand on est un peu plus grand puis qu'on a à apprendre ça, ben ça devient un petit peu plus difficile. C'est la même chose pour les enfants. Puis, on veut que leurs connexions neurales, qui sont très vivantes pendant l'enfance, puissent être imprégnées de tout ça et même se multiplier par les différentes expériences vécues. Et quand tu parles des compétences psychomotrices, du coup, bon, j'imagine qu'il y a des grandes catégories. C'est quoi les plus importantes et sur quoi est-ce qu'il faut se concentrer en fait? Dépendamment de la science, on va trouver différentes façons de voir tout ce qui est habileté motrice. Moi, ce que je vous dirais qui est très en vogue ici au Québec, puis qui s'en vient un petit peu partout, je crois, à travers le monde, c'est la littératie physique. Alors, on va parler d'habileté motrice dans 4 contextes. On va parler dans les airs, donc tout ce qui est équilibre, perception de l'espace, donc tout ce qui est sauter, se tenir en équilibre. On va parler sur le sol, donc les roulades sur soi, sur nos pieds. Puis en même temps, ben là, on va aller travailler l'équilibre, la coordination. Donc dans les airs, sur le sol, sur l'eau. Donc nager, rester sous l'eau, contrôler sa respiration. Puis sur la glace ou sur la neige. Alors, le patiné, la glissade, le ski, qui vont encore là aller chercher les notions d'équilibre, de coordination, de coopération. Alors, en essayant de faire bouger nos enfants dans les 4 sphères, je les répète parce que ça vaut la peine, l'air, le sol, l'eau et la neige ou la glace, on peut penser qu'on développe notre enfant globalement. Après, ça, c'est des catégories qui sont très canadiennes. Je veux dire, tu vas au Maroc, tu te dis, bon, bah, en fait, les compétences sur la neige, compliqué, quoi. Ouais, mais je pense que tu as pas mal de parallèles avec le sable. En fait, ce qui va te permettre de travailler plus ta proprioception. Donc, je sais pas ce que tu en penses. Oui, bravo, tu m'as sauvée. Oui, effectivement. Mais en fait, là, quand on va parler de littératie physique comme ça, dans les 4 sphères, mais on va aller chercher toutes les compétences, comme par exemple sur la neige ou sur la glace, on va travailler beaucoup l'équilibre, beaucoup la proprioception. On va le travailler aussi sur le sol. On va travailler ces habiletés motrices-là. Mais en étant dans les 4 sphères, on s'assure presque d'aller chercher l'ensemble de nos habiletés motrices. Vous allez voir si vous faites des petites recherches là sur les habiletés motrices, habiletés psychomotrices des enfants. Il y a plein de littératures scientifiques différentes qui vont évaluer des habiletés motrices différentes. Alors, c'est à nous, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, de se faire une tête là-dessus. Puis, j'en reviens à ce que je disais tantôt, de permettre à nos enfants de vivre des activités qui sont encadrées, mais de le laisser également découvrir par le jeu libre dans différentes sphères. D'accord. Et ça t'arrive d'avoir des adultes alors qui viennent vers toi en te disant, voilà, moi, je sais pas, j'ai beaucoup de mal avec une des compétences psychomotrices. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est les choses qui t'arrivent aussi? Ouais.
C'est des choses que je vais aller travailler beaucoup dans les exercices de musculation ou je vais amener des gens à la piscine, par exemple. Ça m'arrive d'avoir des coureurs qui n'ont pas de coordination. Alors, on va aller travailler ça de manière différente. Fait que ça va être inclus dans un plan d'entraînement. OK. Je pense notamment au vélo. C'est vrai qu'il y a en fait, il y a des gens qui sont pas à l'aise sur un vélo juste parce qu'ils en ont pas beaucoup fait ou voilà, c'est un truc assez nouveau. Et il y en a d'autres pour qui c'est un truc hyper naturel, quoi. Ouais. C'est comme les Legos, hein, quand on est enfant, il y a des enfants là qui après vont utiliser leur sphère mathématique super facilement parce qu'ils ont fait beaucoup de Legos, beaucoup de géomatique quand ils étaient enfants. C'est vrai, c'est la même chose. C'est marrant. Ouais, mais c'est exactement la même chose, mais à différentes échelles, là. Mais sur un vélo, il y en a pour qui le vélo, c'est une prolongation de leur corps. C'est ce qui va faire la différence entre un athlète de haut niveau et un sportif qui apprend ou qui veut apprendre le sport, tu sais. Quand ça devient un prolongement de notre espace corporel, ben là, on peut vraiment progresser, puis il n'y a plus tellement de limites, ne serait-ce que la mécanique de ce dit vélo est la nôtre. Ouais, et puis tu le vois, et même au-delà du vélo, je pense aux coureurs, par exemple, des gens qui n'ont pas l'habitude de courir, tu les vois courir, tu te dis ils sont en train de se faire du mal, quoi. Tu vois, c'est complètement désarticulé. Tu vois que vraiment ils sont en train de souffrir, ils sont pliés en deux, machin. Et puis tu regardes, tu regardes un Kipchoge sur marathon, tu vois le gars, il bouge pas, il a une foulée hyper aérienne. Enfin, c'est incroyable, quoi. Olivier, j'ai une question pour toi. Je vais savoir si tu vas bien écouter Blaise. Quels sont les principes de base pour qu'un coureur minimise ses risques de blessure? La quantification du stress mécanique? Oui, exact. Puis quels conseils pratiques on peut donner à un coureur qui va commencer? Je te donne un indice. La cadence. Oui, très élevée. Très élevée, donc entre 170 et 180 pas par minute. Si vous commencez la course, là, ou si vous êtes déjà un coureur, questionnez votre cadence. Mettez-vous un métronome sur votre téléphone là, à 180 pas par minute, puis voyez si vous êtes dans le range. La plupart des coureurs performants et non blessés ont une cadence entre 170 et 190 pas par minute. Il y a des exceptions, par exemple. Ensuite, courir léger. Ouais, alors pour moi, il y a quelque chose, c'est le bruit en fait, tout simplement Exact. Parce que parfois j'entends, je cours avec quelqu'un et en fait à chaque pas, j'entends vraiment l'attaque talon, le bruit de la chaussure contre le sol. Et en fait, je me rends compte que bah oui, ça fait vraiment la différence quand t'as une bonne foulée normalement, bah tu t'entends vraiment limite pas. Et parfois il y a même des gens, des piétons, tu vois, dans les bois ou quoi. Ils ont peur quand j'arrive parce qu'en fait ils m'ont pas entendu arriver. Ouais. Tu vois, juste parce que j'ai une approche un peu plus avec la pointe du pied, donc du coup je fais pas énormément de bruit quand je cours. Et ça, je pense que c'est aussi un truc hyper important. C'est pour ceux qui commencent la course à pied, effectivement, il y a un truc auquel il faut faire attention en plus de la cadence, c'est le bruit. Oui. Puis pour la course à pied, c'est courir souvent aussi, parce que la course c'est vraiment stressant sur le corps. Le vélo, la natation, c'est beaucoup moins stressant que la course à pied, même si ça l'est quand même, surtout physiologiquement, ça l'est, mais la course à pied, courir souvent, c'est important. Donc, pas une fois par semaine, pas une fois par mois, mais minimalement 2 fois par semaine, je dirais même 3, jusqu'à 6 fois par semaine, dépendamment là, des entraînements qu'on fait. Mais là, j'ai bifurqué de ta question, Hermano, pour aller reparler de la course. Non, parce que tu dis courir souvent, mais du coup aussi pendant moins longtemps. Hein, je pense que c'est ça. Ça faisait partie de ta remarque, évidemment, hein, mais ça sert à rien d'aller faire 3 fois plus de distance. Au final, c'est plutôt de dire, je sais pas si on fait 30 km sur la semaine ou 50 km, on va juste essayer de les répartir au maximum. Exact. Puis toujours tenir en compte et le volume et l'intensité. Donc, ça, là, un melting pot, un amalgame de ces deux choses-là mal quantifiées, là, ça fait
ça l'explose. Fait comme ça, on n'aime pas ça. Ouais. Peut-être juste pour revenir sur la question que je te posais tout à l'heure, la différence entre les adultes et les enfants, il y a une blague qui me pend aux lèvres depuis tout à l'heure, c'est que finalement avec les enfants aussi, quand tu dis qu'il faut leur laisser de la place au jeu et à la découverte, l'autre avantage avec les enfants versus les adultes quand on va devoir acquérir de nouvelles compétences motrice, c'est finalement qu'un enfant, c'est un petit peu élastique. Quand ça tombe, si un enfant prend le toboggan ou la glissoire, comme tu dis, à l'envers, s'il tombe, allez, il y a peut-être moins de chances de se casser quelque chose que si c'est un adulte qui glisse sur le toboggan. Ah bon, voilà, je voulais juste rajouter cette petite bêtise, mais je pense que ça peut peut-être rassurer aussi certains parents qui sont un petit peu réticents à laisser les enfants sortir du cadre et découvrir. Ça va peut-être leur permettre aussi de lâcher un petit peu la bride. Ouais, exactement. Il faut. En fait, avec les enfants aussi, là, on reste vigilant, mais l'hypervigilance, être trop vigilant, c'est un obstacle à l'apprentissage des enfants. Vraiment. Natacha, je te remercie beaucoup pour tes réponses. Tu nous avais dit que tu étais un petit peu prise par le temps, donc on va peut-être te libérer. Par contre, avant, j'ai encore 2 questions. La première, ce podcast s'appelle Devenir triathlète. Donc, selon toi, quels seraient le ou les meilleurs conseils à donner pour devenir triathlète? Premièrement, avoir du plaisir dans l'ensemble des choses qu'on fait. Si c'est pas pendant l'activité, que ce soit après. Hein? Tu sais, si la sortie de vélo a été difficile, mais qu'après le bain chaud ou la baignade sont récompensants, c'est tant mieux. Alors, trouver du plaisir dans les choses qu'on fait. Prendre une petite bouchée à la fois. Des fois, on est obligé de goûter plusieurs fois le même aliment pour être capable de l'apprécier. Donc, si on a de la difficulté en vélo, dans telle condition ou dans telle, on le refait. Puis on se dit qu'à un moment donné, on va aimer ça, on va avoir du plaisir ou du moins on va maîtriser un petit peu plus cette chose-là. Puis de persévérer, hein, de se donner un objectif. Puis peut-être de définir cet objectif-là en plus petits objectifs, tout en persévérant pour atteindre chacun d'eux. Donc, le plaisir, prendre des petites bouchées, persévérer. Et puis peut-être justement pour compléter dans ton domaine de compétences, dans ton deuxième domaine de compétences, comment est-ce qu'on fait pour qu'un enfant devienne triathlète? Le plaisir, ça c'est sûr. Prendre les choses avec des petites bouchées. Donc, des fois de la course, des fois du vélo, des fois de la natation, des fois toute une journée, on fait les 3 ensemble, puis d'y apprendre à persévérer. Donc, vous voyez, l'enfant et les adultes, c'est pareil. Et alors, juste, je rebondis sur ce que tu dis. Prendre du plaisir, je pense qu'effectivement, c'est hyper important. Et c'est pas toujours facile parce que, je sais pas, dans mon plan d'entraînement, il faut que j'aille rouler 3 heures. Or, il pleut, il fait froid dehors. Je suis fatigué, j'ai pas envie. Enfin, tu vois, il y a des moments, faut que tu te forces un petit peu. C'est pas forcément une partie de plaisir. Alors, en général, une fois que tu as terminé ton entraînement, bon, t'es toujours un peu, c'est plus facile, mais parfois, même sur le moment même, tu te dis, c'est rude, quoi. Ou t'as des intervalles, tu te fais un peu du mal. Comment tu fais pour quand même garder cette notion de plaisir? Ça, c'est quelque chose que je vais répéter souvent à mes athlètes, aux gens qui viennent me voir, là. C'est pas vrai que s'entraîner, c'est tout le temps le fun. Tu sais, c'est pas vrai qu'on a toujours du plaisir en faisant l'action. Mais le plaisir peut être après notre activité également. Fait que c'est pour ça que je trouve ça important de se récompenser après, tu sais, pas se récompenser nécessairement par des choses qui nous font pas du bien comme de la malbouffe, par exemple, mais de se récompenser par la lecture d'un bon livre, par un temps de repos, par une manicure, par une baignade, par un bain chaud, par une émission de télé. Après, on le sait, nous, hein, on est sportifs, on le sait quel plaisir ou quel bonheur un café peut avoir le matin, tout de suite après un entraînement, tu sais, comparativement à un matin où on se lève un peu patof, où on est hangover de la veille. Après un entraînement, tout est meilleur. Fait que le plaisir n'est pas nécessairement pendant, il peut être après. Puis pour ça, il faut avoir vécu des expériences, il faut avoir utilisé notre persévérance pour pouvoir y aller. Et puis il y a aussi même pendant l'entraînement ou juste après, comme tu disais, mais
ça, le fait de, je sais pas, t'as fait un gros entraînement, j'étais à la piscine tout à l'heure, je sentais que j'avais pas assez mangé avant et que j'étais un peu faible. Je suis arrivé à la maison, j'ai pu manger un truc. Tu vois, et rien que ça, c'était un plaisir. J'étais heureux, tu vois. Et pourtant, j'en avais un peu chié pendant mon entraînement. Mais j'étais content d'arriver à la maison et de manger. Et en fait, c'est tout bête. Mais parfois, le plaisir, c'est vraiment dans les petites choses. Et ça peut être, je sais pas, tu cours dans les bois, lève un peu la tête, regarde, écoute, fais un peu un exercice, tu sais, de pleine conscience, d'être dans le moment et juste de profiter du moment et de te dire, en fait, la vue est belle. J'entends les oiseaux qui chantent ou j'en sais rien, mais voilà, parfois le plaisir effectivement il est dans les petites choses et donc c'est important d'essayer d'aller trouver justement c'est quoi qui va faire que je vais me sentir juste bien dans ce que je fais même si je souffre un petit peu. Ça, c'est ce qu'on appelle être dans son flow, hein? Réussir à trouver le plaisir dans ce qu'on fait. Quand moi je réussis à trouver ça avec un de mes athlètes, là, par exemple, il court le marathon puis il me dit « Natacha, j'étais dans le bonheur tout le long, sur mon X, je chantais que je volais, je fais « Wow, on a réussi ». Tu sais, non seulement il atteint souvent son objectif de cette manière-là, mais il l'a atteint dans un état mental, émotif, parfait, qui va l'amener à être actif encore longtemps et longtemps. Moi, c'est ce que je cherche avec tous mes athlètes, adultes et enfants. Génial. Merci pour toutes tes réponses, Natacha. Juste avant de te laisser partir, si on veut continuer l'échange avec toi, si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, quel est le meilleur endroit où on peut retrouver Natacha? Alors, mon site internet, c'est Natacha, Natacha, Gagné, pas d'accent, kinésiologue.ca. Page Facebook, Natacha Gagné, kinésiologue. Instagram aussi. Puis, si vous vous intéressez davantage au projet pour les enfants, on a le grandclubdecourse.ca, CA comme Canada. Puis, on a le Facebook aussi du Grand Club de course. Puis, si vous avez l'intérêt à développer ou à participer au projet Grand Club de course en France, contactez-moi. Je vais vous mettre en contact avec la belle et grande Aurélie qui saura bien vous guider à travers ça. Là. En France, ça se passe sous forme de stage de 2 semaines pendant des congés scolaires. Écoute, merci beaucoup, Natacha. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir pris du temps pour répondre à toutes ces questions. Et puis, j'espère qu'avec tes réponses, on aura réussi à mettre des enfants au sport, à intéresser les parents à ce qu'ils mettent les enfants au sport. Et puis, éventuellement, s'ils ont besoin de plus d'informations sur la science du mouvement, qu'ils se tournent vers toi ou vers un kinésiologue. Oui, exact. Moi, je vous souhaite en retour des beaux succès sportifs. Je vous souhaite d'être capable de bouger comme vous avez le goût de le faire à l'intérieur de vous, puis que ni le corps ni le cœur vous limitent à le faire. Super, merci Natacha, à très bientôt. Bienvenue, à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.